Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est un discours volontairement dur que Michel Poniatowski, ministre d'État et ministre de l'Intérieur, a prononcé aux obsèques du colonel Le Goff. Joël Le Goff, cet officier de CRS tué par une balle à Ailette lors de la fusillade de Montredon des Corbières jeudi dernier. Il faut dire que l'ensemble des policiers français guettaient les paroles du ministre. Dans de telles circonstances, le moral des unités de police dépendait en effet beaucoup de la détermination affichée par leur grand patron, le ministre de l'Intérieur. À cet égard, les policiers devraient être rassurés. Colonel à titre posthume, chevalier de la Légion d'honneur, cité à l'ordre de la Nation, Joël Le Goff, commandant la CRS 26, tué à Montredon jeudi dernier. Monsieur Poniatowski préside la cérémonie, fait l'éloge du disparu, s'incline devant sa famille et dénonce sans aucune équivoque les auteurs de violences. Quels que soient les intérêts en cause, quelles que soient les difficultés économiques ou sociales que certaines catégories peuvent rencontrer, rien ne peut justifier le drame de voir des Français tirer délibérément sur d'autres Français qui ont la responsabilité et l'honneur de défendre la paix publique. De telles attitudes sont inacceptables. Il n'y a pas de république sans respect des lois. Il n'y a pas de nation sans le respect réciproque de ses enfants. Il n'y a pas de sécurité possible pour les Français si de telles attitudes se perpétuent. La France vit en paix dans un monde dangereux. Cette paix que nous avons si chèrement payée dans le passé, nous devons la défendre. Le gouvernement assurera, et je le dis nettement, la paix publique. J'ai donné des consignes fermes pour que les responsables et les instigateurs des désordres et des crimes qui ont entraîné la mort du colonel Joël Le Goff soient activement recherchés et déférés à la justice, et ils le seront. Une grève dans l'ordre, ainsi pourrait-on qualifier le mouvement de grève suivi aujourd'hui par de nombreux fonctionnaires et agents des entreprises nationalisées. Arrêt de travail, certes, et aucun désordre, aucune violence dans la rue. Dans 3 domaines, les usagers ont été particulièrement affectés, les chemins de fer, dans plusieurs régions, à Paris et à Lyon notamment, se rendre à son travail a posé ce matin quelques problèmes, rentrer à la maison ce soir n'a pas toujours été facile non plus, et cela dans un froid assez vif. Autre secteur perturbé, l'enseignement. L'accueil des enfants dans les écoles ne semble pas avoir été assuré partout dans de bonnes conditions. Enfin, grève bien suivie au PTT, le courrier a été très rare ou nul dans de nombreuses localités. D'ailleurs, à la manifestation organisée à Paris par la CGT et la CFDT, les postiers étaient nombreux. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes ce matin entre la Bastille et le ministère des Finances, mais si toutes les organisations syndicales, sauf les cadres, avaient appelé à la grève aujourd'hui, seules la CGT et la CFDT étaient officiellement présentes à la manifestation. Nous regrettons un peu que l'unité réalisée dans l'action ne se retrouve pas dans la manifestation et que tous les dirigeants, toutes les centrales ne soient pas au coude à coude pour exiger que des négociations sérieuses s'engagent sur des bases sérieuses également qui permettent d'aboutir à un accord positif pour les travailleurs de la fonction publique et du secteur nationalisé. Seulement, le gouvernement, même s'il envisage de reprendre des négociations dans le secteur public, le gouvernement fait planer le danger d'inflation au cas où les salaires seraient trop réévalués. Les salaires, aujourd'hui, non seulement ne sont pas responsables de l'inflation, mais leur augmentation est indispensable pour relancer l'économie, et notamment pour relancer la consommation populaire, qui est un des moteurs de l'activité économique. Nous ne pouvons pas accepter une situation de perte du pouvoir d'achat qui ne ferait qu'enfoncer encore plus les travailleurs du secteur public, d'une part, et du secteur privé, d'autre part, mais aussi l'ensemble de l'économie française dans l'impasse. Entre 2 tours d'élection, même si ces élections ne sont que cantonales, il fallait éviter tout débordement, toute provocation d'où qu'elle vienne. D'ailleurs, jamais le service d'ordre des organisations syndicales n'avait été aussi fourni que ce matin,
Et il faut bien le dire, les slogans étaient scandés, disons, plutôt mollement. CGT et CFDT avaient de toute évidence décidé de revendiquer avec fermeté, mais modération. Après cette journée de grève et de manifestation, nous venons d'ailleurs d'avoir quelques images sur la manifestation de Paris, journée dont les confédérations syndicales se déclarent satisfaites, les négociations devraient reprendre avec le gouvernement pour les fonctionnaires et avec leur direction pour les agents des entreprises nationalisées. Voilà, c'est fait. Il n'est plus possible de se porter candidat pour les élections de dimanche prochain. Les candidats avaient en effet jusqu'à 18 heures pour se déclarer d'une façon générale. À l'occasion du deuxième tour des élections cantonales, nous allons assister à des duels. Majorité contre opposition. Il y aura bien ici et là, pour troubler quelque peu la situation, des candidats individuels, des écologistes par exemple, d'autres candidats qui n'ont pu monnayer, comme ils le souhaitaient, leur retrait. Mais oui, ça arrive encore. Cependant, dans la majorité comme à gauche, les accords de désistement se sont opérés sans douleur. Premier coup de baromètre, à gauche, là tout va bien, on s'est réunis aujourd'hui et le candidat arrivé en tête bénéficiera de toutes les voix de l'opposition. Il n'y aura pas de bavure, même si parfois il faut traîner des pieds, cas type de Châtellerault. Les communistes reporteront leur suffrage sur les candidats socialistes. Reste à savoir avec quel enthousiasme, c'est-à-dire avec combien de voix. En général, les troupes du PC sont disciplinées, celles du PS un peu moins. Côté PS, justement, pas de triomphalisme, on se paie même le luxe d'un avertissement aux socialistes qui ne joueraient pas le jeu de l'union. On a l'impression d'entendre parler à un parti très sûr de lui, très serein. Dans la majorité, là aussi, on serre les rangs. On ne veut plus parler d'une progression ERI ou bien d'un tassement UDR. Valéry Giscard d'Estaing a même dit en privé, il n'y a qu'une majorité, la majorité présidentielle. Demain, un conseil des ministres qui ressemblera un peu dans sa partie finale à un conseil de guerre. On va mettre au point la tactique du second tour et on pourrait bien décider de demander aux ministres déjà élus, ils sont une bonne quinzaine, d'aller soutenir les candidats en difficulté. Bref, on va s'empoigner dimanche prochain. Et le débat qui réunira sur notre antenne tous les principaux ténors au cours d'une soirée spéciale témoignera sans doute de cette âpreté. C'est une échéance électorale d'une autre ampleur qui se prépare actuellement aux États-Unis. Dans 8 mois, élection du président. Le compte à rebours est déjà commencé. Les élections primaires se succèdent. Elles servent à dégager les favoris des partis pour la candidature finale. Demain, ce sont les électeurs de Floride qui vont faire savoir où vont leurs préférences. Chez les Républicains, un duel dont l'issue peut être déterminant, Ford contre Reagan. Ce dernier se lance dans la bagarre comme si de son résultat dépendait son avenir politique. C'est sous le soleil de Floride que se joue la grande explication entre le président sortant, Gerald Ford, et son unique concurrent, Ronald Reagan. Pourquoi la Floride? Bien, jusqu'à présent, les deux candidats républicains s'étaient surtout affrontés dans des États beaucoup moins importants comme le New Hampshire, le Massachusetts, le Vermont. La Floride, c'est autre chose. D'abord, c'est l'un des États les plus riches des États-Unis après la Californie. Et surtout, son électorat est composé de gens fortunés, des rentiers, des juifs aussi, beaucoup qui naturellement sont orientés vers la droite, c'est-à-dire vers le Parti républicain. Or, le Parti républicain est divisé. Le véritable candidat conservateur, l'homme de droite, c'est Ronald Reagan. Ancien gouverneur de Californie, la soixantaine, l'homme du coup de poing. Il a deux thèses. Premièrement, Washington, le pouvoir fédéral, est trop puissant. Il écrase tout. Il écrase chacun des États qui composent l'Amérique. Il écrase l'initiative privée. Il vous écrase, vous, travailleurs, rentiers ou milliardaires. Si je vais à la Maison-Blanche, dit Ronald Reagan, c'est pour la nettoyer. Deuxièmement, l'Amérique est en plein déclin. L'Amérique qui autrefois a été une grande puissance, voilà comment il commence tous ses discours. Eh bien, cette Amérique est en train de vaciller. Elle n'existe plus. Voyez le Vietnam, voyez le Cambodge, voyez l'Angola. Et tout cela à cause de qui? À cause de cet apprenti sorcier qui s'appelle Kissinger et de cet incapable qui s'appelle Ford. Je cite, bien sûr. Ils s'en vont tous les deux, dit Reagan, prêchant la détente, c'est-à-dire le relâchement, l'abandon, la défaite. Amérique, réveille-toi. Un gangster lyonnais a été abattu cet après-midi par des policiers. Cette mort est en relation avec deux affaires, un meurtre et un rapt. Le meurtre, c'est celui du juge Renaud.
Jean-Pierre Marin, le gangster abattu cet après-midi, était considéré comme l'un des assassins possibles du magistrat. Dans un communiqué, le parquet de Lyon indique par ailleurs que c'est dans le cadre de l'enquête du rap du petit Christophe Mérieux que les policiers de Lyon avaient monté aujourd'hui cette opération qui a abouti à la mort du bandit. Voici la voiture criblée de balles de Jean-Pierre Marin à Champagne-au-Mont-d'Or dans la banlieue de Lyon. 13h45 cet après-midi, la maison dans laquelle il s'est réfugié est cernée. L'homme le sait. Il tente de s'enfuir à bord d'une DS-23, mais les policiers ont manœuvré de telle façon que 3 voitures lui barrent le passage. Pour la police, c'est Jean-Pierre Marin qui a ouvert le feu, provoquant un tir de riposte immédiate et mortel. Déjà, pour prévenir toute polémique, le parquet de Lyon donne des précisions. Les policiers ont agi dans le cadre de l'enquête sur le rap du petit Christophe Mérieux. Cependant, le nom de Jean-Pierre Marin avait été avancé à plusieurs reprises comme pouvant figurer parmi ceux des meurtriers présumés du juge Renaud, une rumeur qui, selon l'avocat de Jean-Pierre Marin, mettait la vie de son client en danger. L'accusation portée contre M. Marin d'avoir été l'un des auteurs de l'assassinat de M. le juge Renaud, j'avais souligné combien de telles rumeurs étaient dangereuses et portaient la mort en elles. Il ne reste plus que 2 coupables présumés. Est-ce qu'ils craignent pour leur vie? Ils sont à la disposition du juge d'instruction pour se rendre à son bureau, que si on les convoque, ils iront, et qu'il n'est par conséquent aucun besoin d'aller les chercher en appareil de combat et les armes à la main. Ils tiennent à vivre et ils répondront aux convocations qui leur sont adressées. Après la grève générale d'hier et les affrontements qui ont fait un mort parmi les manifestants, 15 000 personnes se sont rassemblées aujourd'hui dans la banlieue de Bilbao. Mesure d'apaisement, la réunion était autorisée. Dans l'ensemble du Pays basque, le retour à la normale est annoncé à l'appel des formations politiques. Un certain retour au calme sur le marché des changes. La glissade de la livre sterling, qui entraînait le franc dans une baisse inquiétante, a été arrêtée. Mais les banques centrales ont dû intervenir énergiquement pour défendre leurs monnaies respectives. Hausse probable du prix des chaussures en France à partir du 15 mai. Le gouvernement a décidé de libérer les prix pour donner un coup de fouet à l'industrie du cuir en difficulté. Premier résultat attendu, une vente plus importante de chaussures avant l'augmentation, parmi d'autres mesures de soutien, aide financière de l'État et révision des règles de la concurrence. Des affaires LIP, il pourrait en éclater une dizaine dans les mois qui viennent. Voilà ce qu'on murmure dans la région de Besançon où se trouve concentrée la plus grande partie de l'industrie horlogère française. Une affaire LIP, ça commence par le dépôt de bilan de la société, ensuite tout est possible. C'est que l'horlogerie est en crise, une crise grave, aux causes multiples que Patrick Clément a essayé sur place de démêler. En 1980, 80 millions de montres électroniques seront fabriquées dans le monde. Dans moins de 5 ans, l'électronique aura capté 28% du marché mondial de l'horlogerie. Les Américains, les Japonais et les Suisses ont compris depuis longtemps que la montre électronique n'était pas seulement un gadget amusant et qu'à terme, elle supplanterait la montre mécanique. Ils sont prêts et déjà contrôlent 90% du marché mondial. Alors que dans le Haut-Doubs, qui fabrique un peu plus de 60% de la production nationale, cette révolution technologique est encore génératrice d'incertitudes. La plupart des petits patrons de cette région, tous très bons horlogers, fiers de leur tradition, respectueux de la chose bien faite, ces petits patrons admettent et comprennent mal qu'une montre donne l'heure sans aiguille ni rouage. Enfermés dans une conception de l'entreprise plus proche du 19e que du 20e siècle, ils n'ont pas su ou pas voulu se regrouper. 14 établissements seulement emploient plus de 99 ouvriers. Aujourd'hui, il leur est difficile et pour cause de faire face à la pression des groupes multinationaux. La dimension des entreprises dans l'électronique en Amérique et la dimension des entreprises horlogères en France, c'est vraiment tellement différent aux antipodes qu'aucune comparaison ne peut être faite. À terme, donc, vous êtes dépassé? Cela dépend. Je ne crois encore que des grands groupes français comme la Thomson, par exemple, sont de nature à s'intéresser à l'horlogerie électronique et à nous apporter un concours efficace.
Marcel Riem implicitement reconnaît que la Thomson ne s'est pas encore décidée. C'est grave pour le retard pris. Mais plus grave est le fait qu'à l'instar du reste du monde horloger, les patrons du Haut-Doubs sont les seuls à ne pas être convaincus que le module électronique est en train de renvoyer au musée la montre mécanique. Peut-être pas tout de suite, mais à coup sûr dans quelques années. Cette réserve vis-à-vis de l'extérieur est certainement due à leur isolement. Fond de vallée, région sévère et triste, ce n'est pas vraiment la montagne, mais ils en ont les inconvénients et pas les avantages. En fait, c'est un microcosme de société où l'innovation est mal vue. L'information ne circule pas et par conséquence, les fabricants horlogers sont persuadés, avec un rien d'arrogance, de détenir la vérité. Les Américains font quoi pour le moment? Essentiellement la montre numérique à affichage temporaire. Nous, professionnels, nous estimons que c'est une montre qui ne durera pas, qui ne vivra pas, parce qu'elle présente trop de contingences pour le consommateur. À quelques kilomètres de l'usine de Marcel Riem, de l'autre côté de la frontière, en Suisse, les dirigeants des Bochessa, 8300 ouvriers, en gens sérieux qu'ils sont, ne se sont pas laissés enfermer dans leur certitude. Ils ont étudié depuis longtemps et avec beaucoup d'intérêt cette montre électronique qui leur promettait des écarts maximaux de 3 secondes par an et pas plus. Le groupe Bochessa ont fait depuis 1949, il s'agissait à l'époque de la construction de la première horloge atomique. Donc déjà en 1949, vous pensiez à ce qui allait se passer? On prévoyait que des développements pourraient être intéressants dans ce domaine-là. Il faut aussi considérer que la conversion d'une partie des capacités de production pour faire face à ce qui sera le marché de la montre électronique, une partie du marché horloger mondial, nécessite malgré tout des investissements, une reconversion, l'acquisition ou la pratique de technologies nouvelles, et que ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, et que ce n'est pas quelque chose qui se fait si facilement. Les Français sont loin de la stratégie industrielle et commerciale mise au point par leurs concurrents étrangers. Et l'attentisme des patrons français ne fait qu'accentuer le malaise d'une classe ouvrière qui, elle, est vraiment consciente du retard pris. Vous pensez que la France, d'une façon générale, va arriver à être aussi forte que les Américains et les Japonais dans ce domaine? Ouais, j'ai bien peur que non. Parce qu'on a déjà passablement de retard. Et c'est à cause de quoi, ce retard? On a trop attendu. Les hommes qui dirigent les petites entreprises ont une conception des rapports patron-ouvrier quelque peu dépassée. Voilà pour la structure interne. Pour les modules électroniques, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient les fabriquer à des prix aussi compétitifs que leurs concurrents étrangers. On ne peut pas lutter devant ces gens-là, c'est pas possible. Mais pourquoi vous ne pouvez pas lutter? Parce que, cher monsieur, vous savez très bien, de toute façon, 10 ouvriers à Hong Kong font à peu près le poids d'un ouvrier en France au point de vue salaire. Je ne pense pas qu'on puisse se nourrir d'un bol de riz ici à Nampeuchard. Mais vous ne pourriez pas adopter d'autres techniques? Les techniques sont très avancées, très poussées, mais on gagne des centimes sur l'automation, mais on ne peut pas gagner sur les charges sociales qui sont de plus en plus importantes. C'est pas possible. C'est ça le problème à l'heure actuelle. Et je crois que, sans parler de protectionnisme, on ne nous sommes pas battus pour autant, bien sûr, mais nous sommes conscients à l'heure actuelle qu'il faut réagir. Réagir très vite, parce que d'ici les vacances, je pense horlogère, qui se trouve être entre 9 juillet et 9 août, je pense qu'on aura peut-être 200 personnes de trop. Vous faites vivre 600 personnes, ouais. Donc leur famille aussi. 600 ouvriers qui représentent 2-3 000 personnes dans la région. Non, vous avez presque le droit de vie et de mort sur eux. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est une équipe soudée que nous sommes. Les ouvriers sont conscients, les employés sont conscients, les collaborateurs sont conscients. C'est du paternalisme. Et puis alors? En supposant que ce soit du paternalisme. Ça rend du service à une population, à une région. C'est grave le paternalisme. Ouais, c'est peut-être possible. Si l'arrivée sur le marché de la montre électronique bouleverse complètement les structures de fabrication, elle amène avec elle une autre génération de vendeurs qui n'a rien à voir avec la tradition. Les fabricants